Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés. Nous sommes, voilà, on devrait être plus de 200 cet après-midi pour cette première RNM, rencontre numérique du myélome, 5 mois après notre JNM, Journée nationale du myélome, qui a eu lieu en octobre. Alors l'idée, c'est, avec les mêmes supports vidéo que de la JNM, on va tenter de répondre aujourd'hui à la question « Qu'est-ce que le myélome ?» Donc, vous voyez, on est un grand merci pour commencer d'abord à nos amis hématologues qui sont présents, Cyril Hulin, Hervé Avelloiseau, Margaret Macro, pour d'être là, disponibles pour nous répondre à nous malades et aidants aux questions un samedi après-midi. C'est vraiment sympa d'être là. Voilà. Et puis on va essayer de répondre à toutes vos questions. On va vous expliquer techniquement comment ça marche, mais voilà, on va commencer. Voilà, on est à plus de 110, là, ça se connecte petit à petit. On va changer de diapo, voilà. Donc, merci François. Donc, vous allez voir, c'est comme la JNM avec les petites vidéos qu'on a eues à la JNM d'1 à 4 minutes. Vous aurez des commentaires donc, des intervenants médecins présents. Vous poserez vos questions. Et puis, voilà. Et puis, nous, s'il y a besoin, on utilisera aussi les questions qui ont été posées au moment de la JNM. Et puis, nos intervenants répondront le mieux qu'ils peuvent, mais ils répondront très bien comme à l'habitude, il n'y a pas de souci. Rappel important, mais ça, on vous le redira sans doute au cours, mais c'est vrai, cette rencontre numérique n'est pas une vocation d'être une consultation à distance. Voilà, on ne va pas répondre à des questions personnelles, ce n'est pas possible, ce n'est pas le lieu. Donc voilà, les réponses seront toujours à des questions de portée générale, quoi. Et on généralisera, on ne répondra pas à des questions personnelles, évidemment. Et puis voilà, pour tous, bien sûr, comme on dit toujours à la F3M, la meilleure personne pour répondre à vos questions qui concernent votre prise en charge, c'est votre hématologue qui vous suit, évidemment. Vas-y, François, merci. Oui. Alors, donc, deux petites explications. En haut, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet chat qui vous permet de discuter de manière anonyme. Et seul votre prénom est affiché. Donc ça, c'est un onglet qui vous permet de discuter entre vous, de poster vos témoignages ou de dire si vous avez des soucis techniques. On a deux personnes qui sont à l'arrière pour régler les problèmes techniques. Et donc, par contre, si vous avez des questions, ce n'est pas dans cet onglet qu'il faut regarder. C'est dans celui qui est à côté, celui où l'onglet questions. Et voilà. Et donc, un de nos intervenants répondra en direct, également par écrit, à vos questions. Voilà. Donc, comme l'a dit Laurent, des questions de type général, c'est-à-dire pas une consultation privée. Voilà. Même si c'est votre médecin qui répond. Donc, avec nous, nous avons le docteur Margaret Macro du CHU de Caen, le professeur Avelloiseau de l'IUCT de Toulouse et le docteur Cyril Hulin du CHU de Bordeaux. Et puis, donc, vous avez trois membres de la F3M, Laurent Gillot, notre président, moi-même, et vous avez également Anne Delmont-d'Aventure que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est sur le chat et qui renverra les gens vers les onglets questions, par exemple, s'ils posent des questions dans le mauvais onglet. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Margaret, Hervé, Cyril, si vous avez un petit commentaire à faire. Juste dire bonjour et bienvenue voilà. à 120 participants déjà. Très courageux de se connecter un samedi après-midi, mais un peu gris. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, nous sommes là pour essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues, mais encore une fois, ce sont des questions générales et pas sur un cas particulier.
Donc, on s'est réparti un peu le travail, puisqu'avec Hervé Abéloison, on va se partager les questions écrites, et Cyril Hulin répondra oralement, mais on pourra aussi alterner en fonction des besoins. Nous avons un support technique qui est très performant. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, le connaissent quand ils participent au MOOC. Donc, c'est le même support. Donc, ça devrait bien se passer, même sur le plan technique, je pense. Merci, Margaret. Non, moi, j'ai pas juste un petit commentaire. Là, je vois sur le chat tous les gens qui se connectent. Alors, je vois qu'il y a des gens de Caen et de Bordeaux, mais aucun de Toulouse. Donc, à Toulouse, ils doivent tout savoir déjà. Ah, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Alors, ils ont compris que c'était le biologiste qui répondait. Et pas les matheux. Ok. Donc, merci à tous les trois. Donc, je ne vais pas reprendre les petits des vidéos. Enfin, donc, c'est comme la JNM. Le premier, c'est vraiment la définition du myélome. Le deuxième série de films, ça va être le traitement des malades éligibles à l'autogreffe. La troisième série, ça va être les malades non éligibles à l'autogreffe. La quatrième série, une vidéo, ça va être sur le traitement de la rechute. Et puis, la dernière, ça sera sur la recherche et les essais cliniques. Voilà. Les noms des médecins qui apparaissent sur cette diapo, c'est en fait ceux qui ont été interviewés dans les films. Voilà, pour vous expliquer. Voilà, comme on vous l'avait dit, n'hésitez pas à partager, à vous servir du chat, il y a des questions, vos interrogations. Il y a vraiment, comme disait Margaret tout à l'heure, il n'y a pas de questions tabou. Voilà. Et j'ai déjà fait une fausse manœuvre, puisqu'en voulant répondre, ça s'affiche. Ah oui. J'ai terminé de répondre, alors je n'ai pas répondu. Ok. Tapez votre réponse, en fait, c'est celle-là en dessous. Comment activer le son? Non. Je pense qu'il y aura pas mal d'allers-retours entre les chats et les questions, là. Ok, ouais. Mais là, on va gérer avec Anne pour vous aider. On va lancer la première vidéo, je pense. C'est Cyril qui est à la technique et qui nous aide. Merci Cyril, que vous ne voyez pas. Le myélome, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est à l'intérieur de l'os. C'est ce que j'appelle l'usine à globules. Vous avez sûrement mangé de l'os à moelle. L'os, c'est creux à l'intérieur. Et dans ce creux, il y a l'usine à globules qui s'appelle la moelle osseuse, qui est donc l'usine qui fabrique tous nos globules, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et le myélome multiple, c'est une maladie qui touche un globule blanc très particulier qui s'appelle le plasmocyte. C'est un globule blanc hyper spécialisé dont la fonction est de fabriquer ce qu'on appelle les anticorps. Alors les anticorps, ça fait partie du système immunitaire. C'est des protéines qui vont aller se coller sur les bactéries ou les virus, qui vont former comme des gommettes pour dire à nos globules blancs, attention, danger, il faut détruire. Quand on parle de cellules malignes, la cellule, elle, au lieu de mourir comme toutes les cellules, elle se multiplie, elle donne des cellules qui sont identiques à elle-même, ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire une cellule reproduit des milliers, des milliards de fois. Et donc comme cette cellule, elle est reproduite des milliers et des milliards de fois, elle fabrique le même anticorps en quantité très importante, et c'est ce qu'on va voir dans le sang des patients atteints de myélome, dans les urines. Il existe plusieurs formes de myélome. La forme la plus classique est le myélome multiple avec un anticorps complet, c'est-à-dire avec 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Toutefois, chez 20% des patients, les cellules malades ne fabriquent pas l'anticorps complet, mais uniquement les chaînes légères. C'est le myélome multiple à chaînes légères. Ça, la même vidéo qui repart, là. Cyril. Oui. Cyril, s'il te plaît, veux-tu nous couper la... Ce n'est pas Cyril, hein, c'est à qui je parle. Cyril, on a le son de la vidéo. Alors les anticorps, ça fait partie du système immunitaire, c'est des protéines qui vont aller se coller sur les bactéries ou les virus, qui vont former comme des gommettes pour dire à nos globules Cyril, il faut détruire. Quand on parle de cellules malignes, la cellule, au lieu de mourir, excusez-nous, toutes les cellules, elle se multiplie, elle donne des cellules qui sont identiques à elle-même, ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire une cellule reproduite des milliers, des milliards de fois. Et donc comme cette cellule, elle est reproduite des milliers et des milliards de fois, elle fabrique le même anticorps en quantité très importante, et c'est ce qu'on va voir dans le sang des patients atteints de myélome, dans les urines. Il existe plusieurs formes de myélome. pas moyen de l'arrêter. Le classique est le myélome je multiple, ne peux pas l'arrêter, moi. c'est-à-dire avec 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères.
Toutefois, chez 20% des patients, En écho en plus. ne fabriquent pas l'anticorps. La chaîne légère. Cyril. J'espère que ça va pas redémarrer. Ouf, ça s'est arrêté. Bon. Voilà, excusez-nous. Voilà. Moi, j'aurais avant, il commence à y avoir quelques questions. Puis je vois que c'est parti pour répondre. Moi, j'ai une question qu'on me pose toujours. Pourquoi le myélome multiple s'appelle le myélome multiple? C'est parce que historiquement, on parlait du plasmocytome solitaire et donc était accolé pour différencier le terme de multiple. Mais maintenant, cette terminologie est obsolète et c'est myélome. Et effectivement, on a le droit d'avoir un plasmocytome isolé qui ne recoupe pas, qui ne va pas vers le diagnostic d'un véritable myélome systémique et qui va se traiter potentiellement que par de la radiothérapie centrée sur la lésion osseuse qui est unique, sans autre atteinte médulaire associée sur un prélèvement qui est fait à d'autres endroits, mais qui sont des situations tout de même extrêmement rares. Mais le terme de myélome multiple, maintenant, est inapproprié, enfin, pas faux, mais voilà. Myélome multiple, c'est pareil. Maladie de Calère, c'est pareil. Ok. C'est une question de débutants, mais c'est une question qui est souvent posée. En consultation, les gens ont entendu myélome multiple, est-ce que c'est pire? Est-ce que j'ai pas juste un myélome tout simple? C'est pareil. C'est pareil, c'est pas pire. Ok. Dans les questions sur le chat, je pense que je ne sais pas si on a des questions particulières que vous n'avez pas répondu. Il y a, je crois que Margaret. Oui, on avait celle sur le myélome indolent, j'avais commencé à répondre. Et, Hervé, tu veux peut-être répondre, non? Puisque l'étude est en cours. Oui, donc c'est en cours. Donc, dans le myélome indolent, en fait, vous avez la gamma-papier monoclonale qu'on appelle NGOS. Le stade d'après, c'est le myélome indolent, c'est-à-dire qu'on a, voilà, vous avez la définition ici. Et en fait, c'est un état qu'on va dire pré-myélomateux, sachant que certains patients vont évoluer vers un myélome, mais que certains n'évolueront jamais. Donc là, on est en train de travailler sur cette catégorie pour essayer d'identifier ceux qui vont ou qui sont à risque de se transformer en myélome, pour les appeler des myélomes à risque ou pré-symptomatiques, et d'autres qui n'évolueront jamais et les replacer dans les MGUS. C'est en cours, mais aujourd'hui, on n'a pas de très bons critères pour dire lesquels vont évoluer, lesquels ne vont pas évoluer. En tout cas, pas sur le plan individuel. On ne pourra pas dire à un patient, vous allez être asymptomatique 3 ans, ou comme dans l'exemple 5 ans, ça paraît dans les moyennes, mais tout dépend aussi des caractéristiques initiales au moment du diagnostic de myélome indolent. C'est la question qui va se poser pour nous cliniciens, c'est de savoir quel patient à qui on va imposer une surveillance régulière et avec l'anxiété qui va être générée par cette surveillance régulière, par exemple trimestrielle, ou à l'inverse, le patient à qui on peut dire « revenez me voir que dans 1 an avec des contrôles semestriels ». C'est vrai qu'il y a une accumulation de sous-critères qu'on espère encore être affinés avec l'étude d'Hervé et autres, qui nous permettent d'arriver à sous-séparer des myélomes qui soient dits à haut risque de transformation et des myélomes indolents, encore une fois, qui soient considérés comme à faible risque de transformation. Et toujours le cut-off qui ressort après de l'étude, c'est de savoir, pour nous en tant que cliniciens, c'est est-ce que le patient en question a potentiellement un risque d'évoluer dans les 2 ans ou au-delà. Mais après, non, il n'y a pas de limite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est à 5 ans que ça va vous tomber sur la gueule. Vous avez le droit de durer 10, 15 et plus. Après, je ne sais pas, il y a une question sur les atteintes cutanées là, avec le Bactrim, le Revlimid et autres. Cyril ou Margaret, je vous laisse répondre. Ouais, les toxidermies sont connues. Enfin, il y a des produits qui ont une toxidermie connue. Alors, ce n'est pas une véritable, dans ces cas-là, ce n'est pas une allergie, c'est une toxidermie. Avec les imides, que ce soit Revlimid ou Imnovid ou entièrement thalidomide, c'est 10%. Voilà, par exemple, et c'est encore plus important si on met dedans simplement la sécheresse cutanée. Si vous interrogez véritablement tous les patients sur Revlimid, vous retrouvez une sécheresse cutanée, qui est une forme de toxidermie. Mais dans 10% des cas, elle va être un peu plus importante. Et il y a un petit pourcentage de patients, effectivement, chez qui on est obligé d'interrompre ces traitements du fait de la toxicité cutanée, mais c'est habituellement rare. Et il y a pas mal de manifestations qui vont exister
lors du premier ou deuxième cycle. Par exemple, avec l'immunovide, il y a une grande caractéristique, c'est les démangeaisons du cuir chevelu. C'est assez fréquent et pendant le premier cycle, ça disparaît dès le deuxième et troisième. Mais ces produits ont eu un tropisme cutané et des signes cutanés dans un certain nombre de cas, après plus ou moins importants, mais rarement sévères et vraiment très rarement qui conduisent à une nécessité d'arrêt du traitement. Le problème, c'est quand on a d'autres traitements qui ont aussi une toxicité cutanée. Comme dans le myélome, on fait de multiples associations. C'est quand vous utilisez deux produits qui ont potentiellement le même profil de toxicité. Et savoir qui est qui. Et puis, par exemple, on vous fait souvent avaler du Bactrim. Le Bactrim, comme toxidermie, c'est encore au-dessus du Revlimid et de tout ce qu'on peut vous prescrire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'ordre général hein, on avait une question qui revient aussi souvent dans les chats. Est-ce que le myélome peut déclencher d'autres cancers, d'autres maladies? Pas directement, mais à partir du moment où on a un cancer, on a plus de risques d'en faire un deuxième. Enfin, pour n'importe quel cancer. C'est déjà connu. Le principe du second cancer, à partir du moment où on a un cancer et où on a nécessité de recevoir un traitement pour anticancéreux, on est plus à risque de développer un second cancer. Et ça existe effectivement dans le myélome, et a fortiori, plus on a de traitements, plus on a de choses. Les plus fréquents sont les cancers cutanés, et plus souvent les cancers cutanés, enfin, difficile de dire bénin, mais modérés, de type basocellulaire ou autre. Enfin, voilà, on ne fait pas spécialement beaucoup plus de mélanome, mais après, on peut aussi faire un peu tous les autres cancers sans qu'on puisse en sous-tracer une sous-catégorie spécifique. J'ai pu rencontrer, moi, depuis 20 ans que je fais du myélome, c'est qu'à un moment, mais ça existe moins, je trouve. Mais c'est que par contre, quand on a malchance de faire un second cancer, c'est qu'avec l'immunodépression induite par la maladie et très évolutive, c'est qu'on pouvait avoir l'impression que le second cancer, quand il était systémique, se mettait à flamber des fois plus rapidement que n'aurait voulu cette évolution classique, parce qu'on est, mais voilà, mais c'est pas une ligne droite systématique. Et oui, à partir du moment où on en a un, on a un tout petit peu plus de chance d'en avoir un deuxième ou un troisième, mais c'est très très modeste. Voilà, c'est pas tous les patients qui ont un cancer qui font un OTI, et ça existe pour n'importe quel cancer. Ça, c'est pas une règle pour le myélome. D'accord, c'est important de le savoir en effet. On va peut-être passer sur les symptômes. La deuxième vidéo, on va décrire davantage les symptômes du myélome. Vas-y Cyril. Je ressentais depuis la fin de l'année 2013 une certaine fatigue, mais que j'imputais à l'âge. J'allais sur mes 67 ans. Et puis j'ai voulu porter un lourd poste de télévision et j'ai senti quelque chose qui n'allait pas dans les vertèbres. Et donc j'ai été voir mon médecin généraliste, je pensais que c'était un tour de rein. J'ai passé un scanner. On a détecté une vertèbre de cassée. J'ai une très grande fatigue, voire pendant plus d'une année, avec une transpiration la nuit que je trouvais anormale, parce que je devais me lever vers 2 h du matin pour changer mes parures de drap. En 2015, j'étais donneur de sang universel. L'Institut français du sang m'appelle en début de rentrée, donc en septembre, pour me demander de faire un don de plasma. Même pas une semaine après, j'ai été contacté par l'Institut français du sang me disant qu'il y avait quelque chose d'anormal qui avait été identifié. Ça a commencé par une chute sur le dos qui a provoqué un désagrément, voire un blocage un peu du dos. Je suis allé consulter mon médecin traitant qui n'aimait pas ça, donc m'a dit on fait une radio. Mon médecin traitant au départ pensait à un lumbago. Et puis plus ça allait, plus j'avais mal. Au point que je ne pouvais plus m'allonger le soir pour dormir et je dormais dans un fauteuil. Je me suis senti un petit peu fatigué, j'ai perdu du poids. Je ne me suis pas inquiété outre mesure et j'ai attendu que mon médecin généraliste revienne de congé début septembre pour le consulter. Il m'a prescrit une analyse de sang. Le lendemain matin, à 8 h 15, j'avais un appel du médecin me disant de me rendre aux urgences. Et là, on a découvert que j'étais en insuffisance rénale sévère.
En 2011, j'avais déjà eu une rupture spontanée de côte. Les médecins m'ont mis un corset. Et ce corset, j'étais de moins en moins à l'aise là-dedans. J'avais l'impression de me casser en deux. Et c'est là qu'on a découvert que c'était une urgence médicale, chirurgicale même. Comme tout bon bricoleur qui a une maison, qui bricole le dimanche, qui taille ses haies, a mal au dos le lundi matin. Donc j'étais voir mon médecin traitant qui m'a diagnostiqué un bronze-lumbago, une semaine de repos. Je reprends le travail. En me levant de mon bureau pour aller faire une photocopie, j'ai une grosse décharge électrique au niveau de la colonne vertébrale et je me suis écroulé. Le myélome est une maladie un peu particulière parce qu'il y a bien sûr des symptômes qui peuvent révéler la maladie, mais il y a beaucoup de manifestations biologiques et donc c'est une maladie où on a besoin de la biologie. La clinique ne suffit pas toujours pour faire le diagnostic. Les symptômes les plus fréquents, quand il y en a, sont une fatigue, un essoufflement, des douleurs osseuses, des tassements vertébraux, voire des fractures. D'un point de vue biologique, une insuffisance rénale ou une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation du calcium dans le sang, peuvent être retrouvées. Si on prend les principales complications, la première des choses, c'est qu'il y a des cellules anormales dans la moelle. Ces cellules anormales, elles se multiplient, et la moelle osseuse, c'est un espace fermé. Donc à un moment, s'il y a des cellules qui prennent de la place, elles vont empêcher la moelle normale de travailler. Et donc on va voir apparaître des baisses de globules, et notamment de l'anémie, une baisse des globules rouges. Alors, à l'extrême, si l'anémie est vraiment importante, les patients peuvent se sentir essoufflés, parce que les globules rouges transportent l'oxygène. La deuxième complication importante du myélome, c'est lié à la production de l'anticorps et surtout à la production de ces fragments d'anticorps qu'on appelle les chaînes légères. Donc les chaînes légères sont petites et même quand le rein fonctionne bien, elles sont tellement petites qu'elles passent dans les urines. Quand il y a beaucoup de chaînes légères dans les urines, ça va boucher les tuyaux des reins et donner ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. La troisième complication, et là qui va donner des symptômes chez les patients, c'est l'atteinte osseuse. Dans nos os, il y a des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui en détruisent. Le myélome a la particularité, les cellules tumorales freinent les cellules qui fabriquent de l'os et accélèrent au contraire les cellules qui en détruisent. Et donc petit à petit, chez les patients atteints de myélome, on va voir apparaître des trous dans les os qui vont fragiliser l'os. Alors au départ, elles sont totalement asymptomatiques, et puis de temps en temps, elles peuvent devenir symptomatiques quand il y a des fissures, des fractures qui apparaissent. Et ces lésions osseuses, malheureusement, elles peuvent se compliquer de fractures au niveau des membres, donc les bras, les jambes, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. Et on voit malheureusement des patients arriver avec des fractures, des tassements de vertèbres très douloureux. Enfin, comme le myélome accélère la destruction osseuse, une augmentation du calcium peut apparaître dans le sang. Ça a fonctionné cette fois-ci. Voilà. Alors on a... Ouais, merci Cyril. Donc là, on a bien vu tout ce qui était... Il y a une question qui reprend un peu la question de tout à l'heure, qui était à la fois, est-ce qu'il y a des symptômes qui sont plus forts, enfin, qui sont annonciateurs du myélome? Non, pas vraiment. À part les douleurs osseuses, comme ça a bien été détaillé via les interviews. Enfin, c'est l'élément particulier révélateur. Les autres sont des symptômes très généraux, enfin la fatigue liée à l'anémie, et puis après il va y avoir les vraiment particularités de l'hypercalcémie avec insuffisance rénale aiguë qui vont être avec potentiellement un syndrome éventuellement confusionnel, une très grande soif et des choses, mais autrement le truc principal qui conduit à la découverte, enfin, en termes d'éléments cliniques, c'est les douleurs osseuses, et après ça va être espèce de fatigue et que sur la prise de sang, parce que maintenant l'électrophorèse des protéines sériques est devenu véritablement un examen qui est beaucoup plus réalisé avec le temps par les médecins généralistes, parce que ça donne d'autres enseignements. C'est pas spécialement pour la traque d'un myélome, mais ça donne aussi d'autres enseignements généraux. Ce n'est pas qu'un examen pour le myélome, et par ce biais-là, on en découvre de plus en plus assez précocement, avant que des symptômes vraiment trop importants et surtout des complications problématiques soient survenues. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de retard au diagnostic pour vous sur le myélome? Voilà, c'est ce qui était dit auparavant. Est-ce que c'est quelque chose qui progresse? De moins en moins, il y en a toujours. Enfin, il y a toujours des gens qui arrivent avec vraiment les tableaux. Maintenant, j'en vois beaucoup plus rarement. Enfin, ceux qu'on a. Enfin, j'ai toujours regretté le plus, c'est les tableaux de compression médulaire via épidurite. Ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment de moins en moins.
L'insuffisance rénale aiguë, oui, ça on en a encore, sévère, mais en même temps, quand on reprend, il y avait, enfin, c'est des symptômes qui sont très difficiles à, enfin, je veux dire, à diagnostiquer plus précocement que tomber sur une insuffisance rénale avancée, parce que le paradoxe de l'insuffisance rénale dans le myélome, c'est que le côté très positif, c'est qu'il y a une diurèse qui est conservée, donc on ne finit pas en OAP, on ne finit pas en hyperkaliémie, donc elle peut être très longtemps gérée, on peut retarder très longtemps la dialyse, mais d'un autre côté, comme on a une diurèse conservée, qu'on continue à pisser, bah, on ne s'en aperçoit pas, quoi. Non, puis, juste un point, je crois qu'il faut être aussi indulgent avec les médecins généralistes. On dit effectivement la douleur au dos est un symptôme révélateur. Ceci dit, sur un lumbago qui va être symptomatique d'un myélome, il y aura 1000 ou 2000 lumbagos qui seront bénins. Donc, on ne va pas faire des scanners non plus à tout le monde. Donc, après, bon, malheureusement, ça peut être le cas, mais ça peut expliquer du retard. Certains patients s'en plaignent. Mais encore une fois, je crois qu'on ne peut pas faire des scanners à tout le monde dès qu'on a mal au dos. Oui, pour compléter, la fatigue est un symptôme qui est tellement inspécifique qu'effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est quand la fatigue est anormale, de faire une prise de sang et voir s'il y a une anémie, ce qui peut conduire au diagnostic de myélome. Mais c'est difficile de répondre à la question, est-ce qu'il y a moins de retard? On voit tous des patients qui arrivent en compression médulaire, en insuffisance rénale aiguë, avec des tassements et des lacunes multiples, parce que c'est dû aussi aux différentes formes de la maladie. On ne l'a peut-être pas dit en introduction, mais le myélome multiple est vraiment très, très, très polymorphe et la présentation d'un patient n'équivaut pas à la présentation d'un autre patient. Donc, on ne pourra jamais dire que si on fait des électrophorases à tout le monde, on préviendra le retard diagnostique du myélome. Il faut tenir compte vraiment de la particularité individuelle des symptômes et de l'évolution, de la vitesse d'évolution de la maladie. À la décharge des médecins traitants généralistes, effectivement, le fait que les symptômes sont quand même assez banaux, on ne peut pas penser uniquement au myélome devant chaque symptôme. Oui, tout à fait. Et puis le pourcentage de myélome reste quand même sur la population totale est minime, quoi. Oui, c'est une maladie rare. Enfin, c'est ce qu'on a coutume de dire. Enfin, c'est qu'on un peu plus maintenant avec le vieillissement de la population, mais vous avez toujours retenu le fait qu'un généraliste verrait 3 à 5 myélomes dans sa carrière, quoi. Ouais. Donc voilà, enfin, il va avoir énormément plus de diabète, d'hypertension, puis effectivement de lumbago, heureusement banaux. Enfin, heureusement que tous les gens qui ont mal au dos n'ont pas un myélome, quoi. Ouais. Et voilà, mais honnêtement, non, je dirais, enfin, depuis 20 ans que je fais du myélome, enfin, j'ai l'impression de voir quand même moins de situations où il y a eu un retard. Enfin, effectivement, hein, qu'on entre dans la maladie avec un syndrome algique osseux qui est difficile à vivre et compliqué, mais j'ai l'impression d'en voir beaucoup moins arriver avec des complications osseuses qui vont laisser des séquelles majeures. Ça, je suis maintenant très peu de patients qui sont en chaise roulante parce que le diagnostic n'a été fait qu'au moment de la compression médulaire irrécupérable. Ok, allez, c'est important. Parce que, voilà, pour diverses comorbidités, mais pas pour le myélome tout seul. Il y avait une question qui peut paraître, voilà, mais il y avait une question d'ailleurs dans le même sens, c'est est-ce qu'il y a lien entre arthrose et myélome? Voilà, je connais votre réponse, mais c'est d'un point de vue… Alors, à l'inverse, quand on est traité pour le myélome, on éteint l'arthrose. Hein, parce que la dexaméthasone, c'est traité, enfin, bon, c'est chasser le lapin au bazooka, quoi. D'accord. Très bien. Mais par contre, dès qu'on l'arrête, ben, non, on a de nouveau mal. Enfin, c'est là l'intérêt. Enfin, je veux dire, on critique beaucoup la dexaméthasone, mais quand on l'utilise, c'est un excellent dopant. Enfin, tous les cyclistes vous le diront. Et voilà, mais avec des petites doses de dexaméthasone, on éteint tout le reste. Mais vraiment, hein, enfin voilà. Et quand vous l'arrêtez, ben, tout le reste revient. Ok. Pas grave qu'est le myélome, mais c'est chiant quand même. Tout à fait. Ouais. Merci, je pense qu'on va pouvoir passer au film suivant qui sont les étapes du diagnostic. On va reprendre dans le détail tout ce qu'on vient de dire, je pense. Vas-y, Cyril. Il y a une situation où les patients arrivent aux urgences ou en hospitalisation avec des symptômes qui font tout de suite penser au myélome.
par exemple un tassement de vertèbre, et puis à la radio on voit que la vertèbre n'est pas normale, que ce n'est pas un tassement lié à de l'ostéoporose, donc lié à l'âge, et donc on va faire des examens pour essayer de comprendre pourquoi cette vertèbre s'est cassée. Une prise de sang est proposée pour rechercher l'excès d'anticorps dans le sang, qui est confirmé par un pic monoclonal à l'électrophorèse des protéines. Si on trouve ce pic, après on va aller faire une analyse de moelle pour rechercher, puisque c'est dans la moelle que sont les cellules tumorales, donc on va faire une analyse de moelle qu'on appelle un myélogramme, qu'on fait soit au niveau du sternum, soit au niveau de l'os iliaque, pour aspirer de la moelle et rechercher les cellules tumorales. Et finalement, le diagnostic il va être fait assez vite sur une complication qui est révélatrice de la maladie. Et puis il y a d'autres patients où finalement ça va être une prise de sang un petit peu pour autre chose, ou alors une prise de sang faite en routine, vous savez, le bilan sanguin annuel. Le médecin traitant va voir une anomalie qu'il ne s'attendait pas à trouver, le patient va très bien, et puis on voit une petite anémie, ou alors chez certains patients, le médecin a prescrit une électrophorèse, on ne sait pas trop pourquoi, mais n'empêche que l'électrophorèse est faite, on va trouver un pic à l'électrophorèse. Et puis alors dans certains cas, dans la majorité des cas, ça serait une MGUS, donc une anomalie sanguine isolée. Puis dans certains cas, on va trouver un myélome à un stade finalement pré-symptomatique, et ça c'est bien pour les patients parce que ça veut dire qu'on va arriver avant l'apparition des lésions osseuses, ou en tout cas avant l'apparition de complications osseuses. Chez les patients chez qui on suspecte un myélome, même s'il n'y a aucune douleur osseuse, il est indispensable d'aller faire des explorations osseuses. Alors après, en fonction des centres, ça va être le scanner, l'IRM ou le TEP scanner, peu importe, on fait avec les moyens qu'on a localement. Ce qui compte, c'est d'avoir des radiologues ou des nucléaristes qui connaissent leurs examens et qui connaissent bien le myélome. Excusez-moi, je me trompe de bouton. Voilà. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit sur repréciser sur l'importance de l'électrophorèse, est-ce qu'elle raconte il y a toujours cette maladie, je dirais, des malades de vouloir comparer leur pic, qui n'est pas forcément. Le pic, il va être extrêmement utile. L'électrophorèse est extrêmement utile parce que c'est un moyen simple de suivre l'évolution de la maladie et de suivre la réponse au traitement. Il y a juste une prise de sang banale qui ne nécessite pas des compétences, des techniques extraordinaires, qui peut tout à fait se faire en ville de la même qualité. Mais par contre, le patient va être son propre référent. C'est-à-dire que la hauteur du pic en valeur absolue, ça ne signifie rien en termes de gravité propre. C'est que vous allez devenir votre propre référent et c'est votre évolution personnelle. Alors, les patients qui tracent font des magnifiques schémas, des magnifiques tableaux ou des choses, mais ils ont raison parce que, d'un sens, parce que c'est ce qu'on va suivre, effectivement. Mais par contre, une comparaison d'une personne à l'autre, pas véritablement, quoi. Voilà. Et il faut après, maintenant, c'est tout. On va chercher à la faire disparaître. Et puis après, maintenant, avec la qualité des traitements actuels, c'est qu'on va être de plus en plus exigeant et qu'on va plus se contenter, dans un premier temps, de la normalisation des résultats qu'on peut avoir au niveau sanguin, alors que ce soit sur l'électrophorèse et pour les patients qui ont des myélomes à chaîne légère, le dosage des chaînes légères libres sériques qui va être le pendant de cela. Et puis après, pour aller à un niveau supérieur, ça va effectivement d'aller voir potentiellement la moelle osseuse, voilà, pour biologistes comme Hervé Avelloiseau qui vont nous répondre après sur le niveau de maladie résiduelle. Alors ça, le niveau de maladie résiduelle, on entendrait toujours parler, et forcément si vous êtes dans un protocole. Pour l'instant, on espère que cela nous guide dans les traitements, mais à ce jour, dans la vie de tous les jours, dans les décisions du quotidien, ça n'a pas d'impact direct. C'est informatif, je peux considérer comme être prédictif, mais à ce jour, ça ne va pas au-delà, après que ça devienne plus, mais là, voilà, vous avez le spécialiste de la question. Je confirme complètement ce que dit Lulin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a une maladie résiduelle négative, c'est positif. Mais aujourd'hui, chez un patient qui serait négatif, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le traitement d'entretien en particulier? Peut-être qu'on peut dire l'inverse. On peut dire que le traitement d'entretien marche super bien et qu'il faut continuer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'implication dans la prise en charge de votre myélome. La maladie résiduelle, c'est comment ça se définit? Comment vous la définissez?
Alors, la maladie résiduelle, bon, il y a plusieurs techniques. Nous, ce qu'on fait, c'est donc, on l'évalue par technique de biologie moléculaire. Donc, en fait, on dit qu'un patient est négatif quand il a moins d'un plasmocyte parmi 1 million de cellules de la moelle osseuse normale. Donc, s'il est inférieur à ça, on définit la maladie résiduelle négative. Mais bon, après, il y a plusieurs seuils. Il y a ce seuil à 1 pour 1 million. Il y a des seuils à 1 pour 100 000, 1 pour 10 000. Bon, plus elle sera basse, mieux c'est pour le patient. OK. OK. Bien, on va peut-être passer au sujet suivant, qui est le traitement des patients éligibles à l'autogreffe. Donc, les critères. Cyril. Il y a eu les traitements de chimio préliminaires. À l'époque, j'étais soigné à Rangueil. Et assez vite, on a vu que j'étais un candidat à l'autogreffe parce que pas de comorbidité et moins de 65 ans à l'époque. Et l'autogreffe était, à cette époque-là, le moyen le plus efficace de sortir de la maladie avec un espoir du vivre bien. J'ai été mis en attente d'avoir un des critères suffisamment présent pour déclencher le traitement. En l'occurrence, dans mon cas, j'avais le taux de globules rouges qui baissait, donc j'étais en anémie. Il fallait avoir un taux suffisamment bas pour pouvoir intégrer et démarrer le traitement. Les critères d'éligibilité d'un patient au traitement intensif avec autogreffe reposent surtout sur l'âge. Donc classiquement, dans les essais cliniques, c'était 65 ans. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 70 ans. Et les comorbidités, donc l'existence d'antécédents d'autres maladies, notamment cardiaques ou pulmonaires. Voilà, on va retrouver notre diaporama. Alors, une question qui a été posée dans le chat question, mais qui rejoint une qui est souvent posée lors de la journée nationale. C'est pourquoi pratique-t-on d'abord une allogreffe et une autogreffe et non pas une allogreffe? Et alors, la question derrière, c'est est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux? La meilleure personne pour répondre, c'est Cyril Hulin, parce qu'à Bordeaux, ils ont fait des milliers d'allogreffes. Avant que j'arrive. Une autogreffe, c'est simplement une super autotransfusion. En gros, c'est une autotransfusion de forme très jeune de globules blancs. Et le seul but de l'autogreffe, c'est de pouvoir encaisser une chimiothérapie forte. C'est de pouvoir faire supporter au patient ou à la patiente une dose de melphalan qui est le principe actif, qui est l'Alkéran, qu'on donnait depuis les années 70 par voie orale. Mais là, on se permet d'administrer une dose qui est considérée comme myéloablative. Chaque fois que j'explique que je fais l'entretien pré-greffe, comme on dit, voilà, je donne toujours l'exemple que si on me fait à moi l'injection de melphalan 200 mg par mètre carré, mes globules blancs vont rester bas pendant 4 à 6 semaines, voire ne vont remonter simplement qu'à moitié. Et là, on fait cette chimiothérapie, on réinjecte le greffon et ça permet de supporter cette chimiothérapie, d'avoir une sortie d'aplasie entre J13 et J15. Voilà, donc, mais c'est simplement, ça n'a par contre aucun effet, le greffon réinjecté n'a pour but d'aucun effet sur la maladie. C'est juste un support pour encaisser une chimiothérapie extrêmement forte qu'on ne pourrait pas tolérer autrement. Le principe d'une allogreffe, que ce soit pour n'importe quelle maladie, c'est de remplacer votre moelle, votre système immunitaire par celui de quelqu'un d'autre qui soit suffisamment compatible pour que vous puissiez l'accepter, faire un traitement et remplacer votre système immunitaire. Donc ça se fait, il reste des indications claires dans les leucémies aiguës, dans les myélodysplasies, dans ce type de maladie. Il s'en est fait une période dans le myélome, mais encore de temps en temps, exceptionnellement chez les personnes très jeunes. Mais vraisemblablement, compte tenu des progrès actuels
de l'immunothérapie sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure, je pense qu'il est largement prévu, peut penser qu'il ne s'en fera plus. Ou de manière tout à fait exceptionnelle, toujours pareil, hein, tout traitement. En médecine, il n'y a jamais de toujours, il n'y a jamais de jamais. C'est bien parce que vous répondez aux questions avant qu'on vous les pose. Donc effectivement, parce qu'il y avait une question qui était apparue, qui était comme quoi quelqu'un avait lu quelque part que l'autogreffe ne constituerait plus le traitement standard de première intention à court ou moyen terme. Peut-être. On a cherché à le déboulonner constamment. Moi, depuis que je fais du myélome, donc 20 ans, j'ai connu une succession d'essais qui, à chaque fois, essayaient de trouver une parade à ne plus faire systématiquement d'autogreffe en première ligne. Je m'approche doucement de la retraite. Je sais que j'ai toujours tenu ce discours-là aux divers étudiants en disant que tout ce que j'espérais, c'est qu'il y arrive suffisamment de progrès pour pouvoir dire « Ah, vous vous rendez compte, de mon temps, on faisait une autogreffe au myélome », comme si ça paraissait un truc complètement délirant. Donc peut-être que je veux dire, l'objectif, à chaque fois, il y a des essais qui essayent de déboulonner cette intensification thérapeutique qui est une agression. Hein. Quand on est hématologue, une autogreffe de myélome, nous, on a tendance à le banaliser parce qu'on en fait depuis 20 ans et qu'on fait des choses pires que cela, oui, malheureusement. Mais c'est une vraie agression. Voilà, donc si on pouvait finir par se débarrasser de cette véritable agression thérapeutique, oui, ça serait un plus. Pour l'instant, le bénéfice reste supérieur à la toxicité qu'on fait subir aux patientes et patients. Et la meilleure preuve, c'est qu'en fait, il y a un essai de l'IFM qui démarre juste maintenant, qui repose à nouveau pour la troisième fois la question avec les traitements les plus modernes. Donc, on n'a pas la réponse. Et aujourd'hui, je crois que ça reste quand même le traitement de référence pour les patients éligibles. Très bien. C'est bien de le rappeler. Parce que, alors, on a un peu anticipé sur la réponse des questions suivantes, mais donc on va peut-être voir la petite vidéo qui correspond. Cyril. Quand on parle de traitement qui comporte une autogreffe, il s'agit en fait d'une séquence thérapeutique de plusieurs étapes. Tout d'abord, on a le traitement d'induction, qui dure en moyenne 4 mois, donc on fait des cycles d'environ 1 mois chacun, et c'est un traitement qui se fait en ambulatoire, généralement à l'hôpital de jour. Les molécules utilisées, donc c'est une combinaison de molécules. Jusqu'à présent, on utilisait 3 molécules ensemble, et maintenant, on utilise 4 médicaments. Donc depuis avril 2021, on a rajouté une immunothérapie au schéma classique qui s'appelait avant VTD ou VRD. Aujourd'hui, on utilise DVTD. Alors D pour daratumumab, c'est une immunothérapie, un anticorps anti-CD38. V pour bortezomib ou Velcade. T pour thalidomide et D pour dexaméthasone. Le petit plus, c'est que ce daratumumab, qui avait été évalué initialement par voie intraveineuse, est désormais utilisable par voie sous-cutanée. Donc les patients viennent à l'hôpital de jour au début, une fois par semaine pour le daratumumab pendant 2 mois, puis une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois. Mais le temps de présence à l'hôpital est nettement amélioré par cette forme sous-cutanée. Après la phase d'induction, on passe à la collecte des cellules souches. Je suis passé dans toutes les phases de préparation qui ne sont pas si agréables que cela. Par exemple, le prélèvement des cellules souches, dans mon cas, c'est quelque chose qui a duré 3 jours. Ça consiste à être sur une machine avec un prélèvement du sang d'un côté et réinjection de l'autre, bloqué, et 6 heures comme ça, c'est quand même très très long. J'ai énormément réagi à la production de cellules, ce qui fait que ça a été un peu douloureux. Le corps a extrêmement produit des cellules. Je n'ai tellement produit qu'ils en ont pour en faire 4 ou 5 fois des autogreffes. Ce recueil consiste à faire passer les cellules souches de la moelle osseuse vers le sang grâce à des facteurs de croissance. Une fois qu'on a congelé les cellules, on peut organiser la procédure d'intensification autogreffe. Donc le traitement, dans ces cas-là, c'est le traitement intensif, c'est la chimiothérapie à haute dose qui s'appelle du melphalan, suivi 48 heures après de la réinjection de ces cellules qui savent retourner toutes seules
depuis le sang jusqu'à la moelle osseuse pour faire leur travail de fabriquer les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges. L'autogreffe nécessite une hospitalisation d'environ une quinzaine de jours, avec surtout la surveillance de la phase d'aplasie, donc quelques jours après la chimiothérapie, où les globules blancs vont baisser et peuvent nécessiter de mettre des antibiotiques en cas de fièvre, et il peut y avoir nécessité aussi de transfusion. Une fois que vous êtes sorti de votre autogreffe, on vous laisse généralement tranquille pendant un mois et demi, le temps que votre corps se réhabitue à tout et entre autres à manger. Quelques semaines après la récupération post-autogreffe, on reprend un traitement un petit peu comme le traitement d'induction. On parle cette fois-ci de consolidation pendant 2 mois où on reprend le traitement initial, donc d'ARA-VTD, DVTD. Parfois, en cas de neuropathie périphérique, on peut remplacer la thalidomide, qui est pourvoyeur d'un peu plus de neuropathie, par le lénalidomide ou Revlimid, qui était dans notre schéma VRD antérieurement. Après le traitement de consolidation, on propose une maintenance, un traitement d'entretien pour essayer de maintenir, d'entretenir le bon résultat. Et donc ce traitement repose sur la prise de lénalidomide, de Revlimid, à faible dose en gélule, 3 semaines sur 4, pour une durée d'environ 2 ans à adapter en fait selon la tolérance et l'efficacité. La durée globale du traitement de première ligne d'un patient éligible à l'autogreffe est de 2,5 à 3 ans. Alors, j'ai vu qu'on avait une question voilà. En cas de rechute après l'autogreffe, possibilité d'une... Margaret Macro a répondu, mais ça peut peut-être intéresser un plus grand nombre de personnes. En cas de rechute après l'autogreffe, possibilité d'une deuxième autogreffe? Oui, ça s'est fait, ça s'est beaucoup discuté à une période, avant qu'arrivent tous les traitements novateurs. J'ai même connu un temps où certains médecins disaient qu'il fallait prélever 3 à 4 greffons et que l'avenir, ce serait de faire voilà, en 15-20 ans, 4 ou 5 autogreffes. Mais non, ça, voilà, il y a un génie inventif des docteurs, ça faut leur faire confiance. Techniquement, c'est possible. Il suffit d'avoir un greffon. Après, la limite de la chose de reproduire l'intensification autogreffe, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, l'effet thérapeutique vient de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie qu'on utilise pour l'intensification autogreffe, à ce jour, le plus efficace, le seul qui ait démontré son efficacité qu'on utilise, c'est le melphalan. Et donc, après, c'est toujours pareil. C'est un principe en cancérologie. C'est quand vous avez utilisé un traitement, quel qu'il soit, que votre maladie revient, quand vous refaites exactement la même chose, ça peut très bien remarcher si vous avez considéré pour divers critères de durée de rémission, d'intensité de rémission, que ça a été efficace. Mais il y a toutes les chances que la deuxième fois, ça marche un peu moins bien que la première. En tout cas, que ça marche encore mieux que la première fois, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Quelqu'un vous trouvera toujours un cas, mais ce n'est pas la règle. Donc, après, la limite est là. C'est de considérer, est-ce que j'ai eu une réponse que je considère comme extrêmement intéressante après cette première intensification et qui me donne des raisons de réitérer le même traitement, de refaire la même chose. Techniquement, c'est possible. Soit il suffit d'avoir un greffon, on peut voir plusieurs fois de melphalan, ça s'est fait. Voilà, ce qui est ressorti à peu près, il y a eu plusieurs études comme ça, rétrospectives. Grossièrement, si on est resté, on considère qu'il faut être resté en rémission au moins 2 à 3 ans après cette intensification pour considérer légitime de potentiellement refaire une intensification autogreffe. Et tout ça se pèse aussi avec l'avancée des thérapeutiques qui sont disponibles et que potentiellement, dans l'intervalle, sont arrivées des choses qui sont peut-être plus intéressantes et moins agressives, surtout que de refaire une intensification, mais ça fait partie de l'éventail du possible. Bien, merci. On parlera de la rechute après. Laurent, à toi la parole. Je prends une petite minute par rapport à cette diapo-là. C'est vrai qu'on a parlé,
pense que c'était Cyril qui disait tout à l'heure, voilà, nous en tant que médecin, on fait l'autogreffe facilement, mais c'est sur la manière dont on vivent les malades l'autogreffe, hein, pour ça qu'ils en parlent aussi comme si c'était le traitement principal, alors que c'est qu'un soutien au traitement, c'est parfois par moment aux difficultés qu'ils peuvent vivre pendant l'autogreffe, telles les mucites, les épisodes infectieux, etc. D'un malade à un autre, c'est pareil, ça se compare pas. C'est une vraie agression thérapeutique, hein. C'est de la chimio lourde par excellence, avec tout ce que ça comporte. Perte de cheveux, une toxicité muqueuse, effectivement potentielle, avec 30% de mucite sévère, risque infectieux sévère, avec risque de passage en réanimation et autres. Non, c'est de la chimiothérapie, avec tout ce qu'on sous-entend quand on dit chimiothérapie, et lourde et intensive. Oui. Ouais. Tout à fait. C'était important de le souligner, je pense. Alors, hop, est-ce que je laisse la main, on va changer on va passer au film suivant. Je laisse la main à Cyril pour envoyer le film suivant. Excuse-moi Cyril, je ne touche plus à rien. On considère que les patients ne sont pas éligibles à l'autogreffe sur 2 critères. Premièrement, il y a un critère d'âge. Maintenant, on ne propose plus l'autogreffe aux patients au-delà de 70 ans. C'est un chiffre qui a bougé. Il y a quelques années, c'était plutôt 65 et maintenant, c'est au-delà de 70 ans où on considère qu'il y a plus de bénéfices à proposer une autogreffe parce qu'au-delà de cet âge, c'est quand même compliqué de se remettre de ce traitement assez intensif. Et puis, il y a un autre critère qui est les patients de moins de 70 ans, mais qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres antécédents médicaux, cardiaques, pulmonaires, rénaux, dont on pense que l'autogreffe présente un risque trop important et qu'il n'y aurait pas de bénéfice à la proposer aux patients. Le très grand âge et la fragilité des patients sont également pris en compte. Il y a une... Ouais. Ah, c'est... J'avais à ce moment-là... Je sais, là, j'ai arrêté. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise, je ne sais pas. J'ai arrêté. J'avais à ce moment-là ce qu'on appelle un pic, je ne sais pas exactement ce que c'est, de 17,80. Et elle me dit, bon, on va faire un traitement, protocole Maya. Le premier but, ça serait déjà de réduire de moitié. Et en l'espace de 2 ans, le pic est arrivé à 0. Il n'y a même jamais eu de palier, il y a toujours eu une décrue tous les mois quand je revenais à l'hôpital Saint-Louis. Dans les débuts, c'était des chimios très durs, hein. J'ai été blackboulée avec beaucoup de vomissements. Et puis, en peu de temps, les chimios étant, j'étais descendue quand même d'un poids normal de 56 kilos, j'étais descendue à un poids de 46 kilos, hein. Donc j'étais vraiment squelettique, hein. Petit à petit, j'ai senti, si vous voulez, une amélioration parce que je vomissais plus. J'avais plus de vomissements et je me sentais mieux. Les patients de 70 ans et plus, la stratégie de traitement, là, cette année, elle a été complètement chamboulée parce qu'il y a eu une nouvelle molécule qui a eu l'autorisation de mise sur le marché et qu'on peut utiliser depuis là quelques mois, qui est le daratumumab. Donc maintenant, on traite les patients avec ce qu'on appelle des triplettes. Et le traitement maintenant de référence chez les patients de plus de 70 ans, c'est daratumumab, Revlimid et corticoïdes. Donc Dara-Revdex, c'est le petit nom. Et chez les gens qui auraient une contre-indication au Revlimid, ça sera du Dara, Velcade, Melphalan, Prednisone. C'est un autre essai thérapeutique, mais ça a aussi démontré que l'adjonction du Dara, c'était bénéfique. Donc c'est vraiment un changement de paradigme là qui a eu lieu il y a quelques mois, qui fait suite à l'essai organisé en France par l'IFM qui s'appelle l'essai Maya. Alors c'est pas sans conséquence, le daratumumab c'est un médicament qui est extrêmement bien toléré. Il n'y a pas plus d'effets indésirables chez les gens qui ont reçu le daratumumab. Mais c'est la fin du tout par la bouche où on n'avait que des comprimés. Le daratumumab est aujourd'hui administré par voie sous-cutanée. Pardon pour la petite mauvaise manipulation de tout à l'heure. Donc voilà, on a vu les 2 vidéos à suivre, hein, sur les patients non éligibles à l'autogreffe. Est-ce que d'être non éligible à l'autogreffe, c'est une perte de chance? Actuellement plus, non.
Non, mais après, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, par exemple, même si on a toujours cherché à déboulonner l'autogreffe, l'essai le plus récent, à part celui qui va venir, qui était l'IFM 2009, qui est donc des gens de moins de 65 ans, hein, donc franchement des gens jeunes. On est comparé au autogreffe, à ne pas être autogreffé en première ligne. Et au total, quand on fait l'analyse à 10 ans, la survie globale est la même pour les patients qui n'avaient pas eu une autogreffe d'emblée. Il y a un bénéfice en termes de première rémission et on va toujours, entre guillemets, s'acharner à avoir la première rémission de la meilleure qualité possible parce que c'est celle dont on profite le plus. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas autogreffé que tout va mal se passer immédiatement et parce qu'on est autogreffé, on est sauvé. C'est malheureusement bien plus compliqué que ça, mais ne pas recevoir une autogreffe quand on a plus de 65 ans, même dans l'absolu, moins de 65 ans, il y a quelques patients qui refusent. C'est pas pour ça que tout s'effondre et que le tableau devient catastrophique. Voilà, sûrement, ça reste considéré comme un plus quand on est en situation de pouvoir la recevoir dans de bonnes conditions et d'en bénéficier sur la première rémission, mais c'est loin d'être noir ou blanc. Okay. Non, puis je crois, juste pour aller dans le sens de Cyril, quand on compare dans les essais cliniques la durée entre le diagnostic et la première rechute, les patients qui ont reçu DARA, Revlimid, dexaméthasone versus les patients qui ont été autogreffés parce qu'ils étaient plus jeunes, la survie sans progression est pratiquement la même. Donc aujourd'hui, je crois vraiment qu'il ne faut pas non plus se dire oh là, je ne suis pas éligible à la greffe, c'est la catastrophe. Oui, parce que c'est souvent, voilà, je vais poser la question comme ça parce que c'est souvent un retour du malade qui revient catastrophé. J'ai pas eu, on me donne pas l'autogreffe, je suis foutu, quoi. Je caricature, mais c'est un truc classique. Puis en même temps, il y a le truc. Puis après, dès qu'on explique l'autogreffe, voilà. Voilà, on a des tas de commentaires sur c'est atroce à subir, mais ce qui est réel. Je veux dire, c'est pas une critique, mais effectivement, hein, quand on est patient, je comprends très bien. Hein, quand on est en situation difficile, on peut être très très ambivalent et c'est des fois ce qu'on rencontre. Voilà, au début, quand tout vous tombe sur le coin du nez, pour rester poli, effectivement, on veut le mieux, mais pas, et logiquement, ne pas être agressé par les traitements de manière acceptable dans la mesure du possible. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais ça, c'est une des forces dans le myélome, c'est que la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne sache pas, personne n'a la recette miracle pour vous en débarrasser définitivement. Par contre, on a un tel éventail thérapeutique que, voilà, il n'y ait pas une attitude où tout d'un coup, c'est perdu. Enfin, non. Et on voit bien dans les diapositives qu'on a, on a les traitements, je dirais, les schémas classiques, mais j'ai l'impression que lorsque vous avez besoin d'adapter, vous savez aussi adapter en fonction des situations des malades, non? Oui, on essaye de ne pas poursuivre les traitements avec des œillères. Effectivement, les essais sont extrêmement importants pour donner des guides et des repères et sont construits. Et effectivement, on a une culture en hématologie aussi de respect des doses des choses. La culture hématologique est sur l'intensification et des posologies, de l'idée de l'intensité dose, du respect des timings, des protocoles. Enfin, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture thérapeutique. Et oui, on a appris, et c'est particulièrement vrai dans le myélome parce qu'on a une frange de population qui est âgée, voire très, très âgée, et potentiellement fragile, parce que plus on avance en âge, plus il y a de risques d'avoir plusieurs pathologies en même temps. Et de ce fait-là, on a une culture aussi de l'adaptation et d'essayer de plus en plus d'aller vers un costume, entre guillemets, taillé sur mesure. Et les drogues qui sont arrivées diverses, qui sont à notre disposition, ont cette force-là, comme le Revlimid, le Velcade, et puis tu as d'autres, c'est que c'est pas une dose ou rien. Et le schéma d'administration également peut s'adapter, se tolérer, mais il n'y a pas soit vous le prenez de cette manière, soit on l'arrête. Non, il y a plein de déclinaisons possibles et on arrive à faire tirer bénéfice
des diverses molécules avec des adaptations, des diminutions de doses, des espacements de schéma, des choses. Mais voilà, on a cette capacité-là, mais pas parce que seulement on le veut, mais aussi parce que les molécules restent efficaces, même en diminuant. Parce qu'il y a des fois, ce serait bien gentil de le vouloir, mais si la molécule perdait de son efficacité, on voudrait ce qu'on veut, on ne pourrait rien. Mais là, non, il y a cette force-là, et voilà, on peut s'adapter même aux patients très fragiles ou qui ont la malchance de présenter des effets indésirables qui sont particulièrement gênants et invalidants. C'est la prise en compte aussi de la qualité de vie et de la manière dont le malade vit les choses, quoi. C'est un échange permanent de la question de bénéfice-risque, et cet échange est constant. Enfin, les traitements étant de plus en plus prolongés et continus dans le temps, il est certain qu'il faut s'adapter constamment. Je veux dire, il est impensable sur un traitement qui va durer plusieurs années d'une dose, et c'est comme ça pendant 4 ans. Non, effectivement, pour l'hypertension, c'est comme ça, mais non, pour le myélome, non. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Juste peut-être rajouter, quand on a vu souvent le daratumumab dans les diapos. Hein. C'est vrai que en plus cette année, je parlais de la qualité de vie, l'importance qu'il soit passé en sous-cutané sur l'amélioration de la qualité de vie des malades et du temps passé à l'hôpital, c'est quelque chose d'important. Oui, pour le temps des soignants aussi. Non, mais c'est con à dire, mais c'est que quelque chose qui se fait en sous-cutané, on peut faire plus de patients plus facilement que plusieurs heures de perfusion. Plusieurs heures de perfusion, il y a un moment, il y a un espace au sein d'un service ambulatoire qui n'est pas extensible. Voilà, avec la voie sous-cutanée, ça permet de gagner beaucoup plus de possibilités d'accès au traitement, même si maintenant, on arrive aussi, même avec cette forme-là, à saturation à divers endroits. Ok. Très bien. Merci. Merci. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, et je vois que Margaret Macro et Hervé Loiseau s'activent pour y répondre. Donc, on va passer au sujet suivant, qui est la rechute. Donc, Cyril, la vidéo. Tout de suite, j'ai été pris en charge avec des corticoïdes, etc. Et ensuite, j'ai eu une première ligne de traitement avec du Vilcade et des corticoïdes. Cette ligne de traitement a duré environ 16 mois, avec une chute des chaînes légères d'environ 60-70%, et les chaînes légères sont remontées. La deuxième ligne de traitement s'est très bien passée. J'ai eu une très bonne réponse au Revlimid, qui m'a causé peu de troubles. Là, je suis rentré dans un essai clinique. J'en suis à mon premier mois de traitement. J'ai été dirigé sur le centre Léon Bérard qui a mis en place un traitement à base de chimio. Et ça a été assez conséquent. À la suite de ça, en 2016, il y a eu une rechute qui a été révélée par les tests sanguins. On a embrayé sur des traitements avec une chimio à base de Revlimid, et depuis 2-3 mois, depuis avril à peu près, on voyait, toujours par l'électrophorèse des protéines, qu'une nouvelle grimpée de ce rapport était en cours, et qu'il fallait effectivement faire autrement. Une rechute, c'est le passage d'un état de rémission, on pourrait dire d'une maladie dormante, à une maladie de nouveau active. On distingue 2 types de rechutes. Il y a les rechutes biologiques, où on a simplement une augmentation des marqueurs sanguins et urinaires, l'anticorps monoclonal. Et on a également des rechutes cliniques, où en plus de cette réaugmentation des marqueurs, on a des conséquences sur les os, avec des nouvelles lésions osseuses, ou sur l'infiltration de la moelle osseuse avec la réapparition d'une anémie, ou sur le rein avec l'apparition ou l'aggravation d'une insuffisance rénale.
on va devoir traiter sans délai les rechutes cliniques, puisqu'il y a une atteinte d'organes. En revanche, dans les rechutes biologiques, on peut parfois se donner un petit peu de temps lorsque l'augmentation des marqueurs est lente. La stratégie de traitement adoptée, que les patients aient reçu ou non une autogreffe, va dépendre du délai de survenue de la rechute après le dernier traitement. Si la rechute survient à distance, on pourra réutiliser la même association que celle proposée auparavant. En revanche, si la rechute est précoce, un médicament d'une autre classe thérapeutique, c'est-à-dire qui agit différemment, sera proposé dans l'association médicamenteuse. Si on pouvait, ouais. D'accord, merci. Alors la question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'il existe des traitements pour prévenir les rechutes? Je connais la réponse, mais... Non, enfin, c'est d'avoir le traitement de première ligne de la meilleure qualité possible. Et en ce sens-là, enfin, on a fait des progrès énormes récents. Enfin, l'introduction du daratumumab, de la classe des anti-CD38, a permis l'augmentation, enfin, comme vous le citez tout à l'heure, Hervé Avelloiseau, pour des patients qui ne reçoivent pas d'autogreffe. On a maintenant, selon l'essai Maya, des médianes de temps jusqu'à rechute qui sont supérieurs à 4 ans. Donc, c'est des résultats qui étaient impensables il y a rien que moins de 10 ans. Donc, oui, d'avoir les traitements de première ligne la meilleure possible, c'est le meilleur moyen de repousser l'éventualité de la rechute. Et c'est vrai par contre, c'est certain que les schémas actuels de traitement font qu'on est traité en permanence. Enfin, ce schéma actuel hors intensification autogreffe, c'est un schéma continu. Ça veut dire que on va être traité ensuite toute sa vie si on a commencé le myélome, puisque la première ligne, on prévoit un traitement qui est jusqu'à progression ou intolérance. Et à partir du moment où ce traitement ne sera plus efficace et que la maladie va revenir, on va en commencer un deuxième, puis après un troisième. Donc voilà, enfin, le bémol, je veux dire, où on peut espérer qu'avec l'arrivée d'autres choses, qu'on puisse changer encore les mélanges et autres, c'est si on pouvait réoffrir un temps d'intervalle libre, parce que même si ce sont des traitements très très bien tolérés par rapport à toutes les cochonneries qu'on a pu faire avaler, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous prenez un traitement, même quand il est décrit extrêmement anodin, ça n'est jamais zéro. Voilà, mais oui, traiter au premier coup le mieux possible, c'est la meilleure prévention de la rechute. Mais on ne sait pas encore guérir à tout coup. On pense qu'il y a un petit pourcentage de patients actuellement avec les traitements, mais ce n'est pas un vrai gros pourcentage sur lequel on puisse parler on arrive à guérir 30% de myélome. Non, on ne peut pas oser dire ça à l'heure actuelle. Mais vivre très longtemps et avec une qualité de vie considérée comme satisfaisante avec un myélome, oui. Très bien. Autre question qui revient quelquefois, c'est si on a eu un myélome avec des chaînes complètes en premier, est-ce qu'on peut avoir une rechute avec un myélome à chaîne légère? Ouais, c'est une situation qui arrive avec sous particularité, c'est une situation qui n'est pas si rare que ça avec les myélomes de type IgA. Voilà, qui peuvent rechuter sous forme oligosécrétante au niveau sérique, j'entends dans le sang, et avoir une sécrétion prépondérante de chaînes légères. Oui, c'est une situation qui peut exister, qui n'est pas la règle, voilà, mais qui peut exister, oui. D'accord, merci. Donc, vous avez répondu déjà avec anticipation à la plupart des questions qu'on avait en stock. Donc, alors, on va peut-être passer à la suite parce qu'il y a un gros morceau qui nous attend là derrière. C'est sur Laurent.
Et je remets le son, voilà. Donc, c'est des essais cliniques. Et à travers les essais cliniques, c'est aussi, on va traiter, bien sûr, de tout ce qui est des nouveaux traitements et de l'avancée de la recherche. Vous en avez déjà pas mal parlé, médecin, mais voilà, c'est aussi une question qui est toujours très, très importante. Qu'est-ce qui va pouvoir améliorer la prise en charge des malades du myélome? Merci Cyril, tu peux lancer. J'ai eu une très bonne explication, longue et détaillée, et du docteur Marguerite Vignon et docteur Baron, qui ont pris le temps de m'expliquer, bien pendant un quart d'heure, peut-être une demi-heure, le traitement, ses aléas, et le docteur Harel l'a bien précisé, si jamais à un moment il y avait une récidive, il y a un autre protocole qui pourrait s'appliquer à vous sans souci. On fait des protocoles pour aider la recherche, soyons clairs. L'autre avantage, et je le dis aux gens qui des fois hésitent, l'avantage du protocole, c'est que vous êtes très bien suivi, puisque il y a une obligation de se voir régulièrement pour voir les avancées, les analyses de sang, etc. Comment ça se passe pour eux. C'est vraiment grâce aux essais cliniques qu'on progresse, que les traitements des patients s'améliorent. Et on utilise depuis quelques semaines un anticorps monoclonal anti-CD38 en première ligne de traitement chez les patients quand on découvre un myélome, le daratumumab. Et ça, c'est grâce aux essais cliniques et notamment à 2 essais cliniques menés en première ligne chez les patients plus jeunes, éligibles à l'autogreffe ou moins jeunes, les essais Cassiopée et Maya. Et c'est devenu maintenant du soin courant. La qualité de la réponse après traitement aux maladies résiduelles, évaluée par le nombre de plasmocytes malades restant dans la moelle osseuse, est aujourd'hui testée pour choisir la nouvelle stratégie de traitement. Pour les patients ayant une réponse excellente après le traitement d'induction, nous reposerons à nouveau l'intérêt de faire une autogreffe ou pas. Et donc, il y aura une comparaison autogreffe ou non autogreffe chez ces patients en très bonne réponse. Et chez les patients ayant une réponse jugée insuffisante après le traitement d'induction, on comparera le traitement classique autogreffe à un traitement plus intensif. Chez les patients plus âgés, un autre essai en cours, l'essai BENEFIT, a pour objectif d'évaluer l'intérêt d'ajouter une 4e molécule, un inhibiteur du protéasome, à l'association isatuximab, Revlimid, dexaméthasone. À l'heure actuelle, les perspectives importantes, c'est une autre approche de traitement à base d'immunothérapie là aussi. Ce sont les CAR-T et puis les anticorps bispécifiques. Les CAR-T-cells, traitement qui consiste à récupérer certains globules de défense et lymphocytes auprès des patients et à leur transduire, à leur mettre un récepteur dirigé contre les cellules du myélome et de les réinjecter ensuite aux patients. Cette stratégie, en fait, elle est déjà accessible dans le soin courant, dans le cadre d'une ATU de cohorte. Et on a commencé ces dernières semaines à traiter les premiers patients en France dans ce cadre-là. Mais on a beaucoup d'essais cliniques à l'heure actuelle qui évaluent ce traitement par CAR-T plus tôt dans l'histoire de la maladie et même dès la première rechute. Donc ça, c'est vraiment une perspective majeure. Et dans ces nouvelles approches d'immunothérapie, les anticorps bispécifiques, là, c'est des anticorps qui reconnaissent à la fois les cellules du myélome et puis les lymphocytes de défense des patients. Et cette fixation à ces 2 cibles rapproche en quelque sorte les cellules de défense des cellules du myélome et facilite leur destruction. Donc ça, c'est vraiment les approches très importantes pour les patients et qui, à un moment donné, ont une maladie qui résiste aux 3 principales classes de traitement à l'heure actuelle, inhibiteurs de protéasome, IMID et anti-CD38. Voilà, pardon. Simplement j'ai fait une petite remarque générale sur les essais cliniques. Si mon micro est ouvert, vous m'entendez, oui. Lorsque j'assistais aux présentations que vous faisiez aux journées de l'IFM, j'étais impressionné de voir aussi qu'il y avait, et ça je pense que c'est rassurant pour les malades, qu'il y avait aussi presque autant d'essais cliniques pour les malades plus âgés
que les malades jeunes. C'est-à-dire qu'on voyait dans ce que vous présentiez, on voyait que les essais cliniques allaient dans tous les sens. Et ça aussi, je pense que c'est un message important à donner, c'est-à-dire que voilà, les essais cliniques ne sont pas là seulement pour une certaine catégorie de malades, mais vous cherchez aussi dans tous les sens. Ça me paraît quand même quelque chose d'important. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vu, voilà, quand on fait du myélome depuis longtemps, qu'on a vu progresser et être pris en compte. Voilà, il est devenu évident qu'il fallait s'intéresser aux personnes les plus fragiles, mais aussi on a pu le faire parce que sont apparus des traitements qui étaient accessibles et qui pouvaient rendre service aux patients les plus fragiles, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Donc, c'est une évolution logique, mais effectivement qui est extrêmement importante parce que ça représente une partie de la population suivie et traitée pour myélome très importante et potentiellement de plus en plus importante. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques d'ordre général sur les essais cliniques. Hein, je veux dire, je crois le nombre, c'est combien? 20% de malades du myélome qui sont dans les essais cliniques, ou je me trompe? C'est dans cet ordre-là, ou c'est moins? Ça va varier selon il y aurait peut-être un petit peu moins quand même. Oui, mais on n'a pas toujours des essais ouverts en plus, donc ça dépend des périodes, ça dépend. D'accord. C'est assez difficile de répondre. Ok. Et souvent, l'objectif fixé par l'autorité, dans les plans cancer et autres, c'est d'arriver à 10% de patients à qui puisse être proposé un essai clinique, ce qui n'est pas toujours si simple à remplir, mais qui peut exister. Après, pour spécifier, pour les personnes à qui on propose un essai clinique, grossièrement, il y a on peut séparer ça en deux grandes parties. Il y a les essais qui sont pour tester des nouvelles attitudes thérapeutiques, mais avec des molécules qu'on connaît, qu'on a déjà utilisées en chute, qu'on connaît parfaitement. Et c'est par exemple pour les passages en première ligne. Et ces essais-là vont être dits randomisés. C'est là qu'il y a ce fameux tirage au sort qui peut, la première fois qu'on vous propose un essai, le truc, on pense toujours, quand on n'a pas eu à connaître ces choses-là, quand c'est la première maladie, votre expérience avec le milieu médical, l'idée du tirage au sort est quelque chose qui choque toujours, mais c'est, dire qui interpelle. On a envie de choisir soit que le médecin choisisse pour vous. Ça, c'est la seule manière de prouver définitivement l'objectif est toujours de montrer qu'une attitude va apporter quelque chose par rapport à l'attitude de référence. Et dans ces essais-là, où il n'y a pas tellement à craindre du tirage au sort, c'est que dans ces cas-là, la référence, effectivement, le mieux, c'est que la référence soit le traitement qu'on vous ferait. De toute façon, si vous refusiez ou que vous ne pouviez pas participer à l'essai, et que ça vous offre une chance d'avoir quelque chose dont on pense qu'il va apporter un plus dans l'avenir et afin qu'il devienne disponible. Et puis après, il va y avoir les essais pour tester des nouvelles molécules. C'est là, alors c'est la mauvaise expression, mais qui vient toujours, c'est je fais cobaye, mais oui, il y a des essais à un moment pour tester quelque chose dont on n'a pas encore d'expérience ou une expérience très modeste, mais qui se dessinent, ces essais-là se font dans l'extrême majorité des cas dans des situations plus avancées où on a déjà utilisé et usé les thérapeutiques les plus classiques. Et voilà, mais c'est là qu'on va potentiellement tester, être dans les premiers, alors pas potentiellement le tout premier, mais être dans les premières séries de patients à recevoir quelque chose de nouveau, quoi. Mais quand il y a tirage au sort, c'est que la molécule testée, c'est généralement une attitude et une association, c'est que la molécule est connue et qu'elle est déjà largement utilisée, question de rechute, qu'on en a largement l'expérience. Et pour nous, à titre personnel, c'est tout, de commencer très tôt pour ces fameuses premières administrations, c'est de nous donner une expérience plus précoce et de savoir mieux manier des molécules qui seront après disponibles. Et quand on est en avance sur le maniement, on l'explique mieux, on gère mieux les effets indésirables. Ça nous donne de l'avance et nous permet aussi de mieux traiter les patients dans tout ce que ça fait. Dans la question de
molécule en question, dans son dosage, son administration, mais aussi dans son explication de ce qui, voilà, quand on sait déjà ce qui les emmerde à craindre, bah, c'est plus clair et plus facile. On va peut-être, il y a les diapos, je pense, François, sur les carticelles, parce qu'on en a des questions sur les carticelles par rapport à ce que vous disiez, Cyril. Voilà, les carticelles ont été dans des essais cliniques. Voilà, c'était quelque chose de complètement nouveau. Bah, oui, alors on arrive un peu. Moi, il y a 20 ans, ce qui paraissait aussi magique, c'était l'allogreffe à l'époque, parce qu'on changeait la moelle comme ça. Enfin, il y a des attitudes thérapeutiques comme ça qui paraissent mythiques et légendaires, parce que voilà, il y avait l'allogreffe à l'époque où on se disait, bah ouais, on change le système immunitaire, donc je crois qu'il va tout renettoyer, on remet, on change les flics de l'organisme et hop, ils vont tout régler, quoi. Bon, ça n'a l'air pas aussi simple que ça, pas si facile à régler. Les CAR-T, bah, c'est pareil, ça paraît magique. On vous prend vos lymphocytes T, on les rend plus virulents envers la maladie et on vous les réinjecte. En ce moment, on est limité puisque le premier de la série de formes de carticelles qui vont venir, parce qu'il y a plusieurs firmes qui en développent. Il y en avait un premier qui bénéficiait donc d'une ATU, d'une autorisation temporaire d'utilisation, et qui maintenant a été évaluée par les autorités de santé et qui pose des problèmes de remboursement, enfin qui a été classé dans un remboursement qui ne va pas. Donc pour l'instant, il est encore administré déjà au compte-gouttes, parce qu'il ne s'en fait que 10 par mois en France. Il y a très peu de centres ouverts, donc ça reste un traitement pour l'instant pas très accessible. Voilà, mais qui finira par le devenir. Après, oui, en ce moment, les choses sont malheureusement retardées pour des questions de remboursement, d'évaluation par les autorités de santé. Enfin, il n'est pas remis en cause l'efficacité du traitement, mais voilà, le remboursement par rapport aux bénéfices estimés rendus par les autorités d'évaluation. Et donc, après vont venir d'autres produits, un autre CAR-T, voilà. Après, du temps, je comprends qu'ensuite ce soit toujours trop tard, mais ces traitements inévitablement, inéluctablement vont finir par devenir accessibles. Alors c'est sûr que c'est pas pareil qu'ils soient accessibles dans 3 mois que dans 2 ans. C'est malheureusement indéniable, mais voilà, pour l'instant on est limité par ça. Et l'alternative à ces fameux carticelles, donc qui reste très difficile d'accès, sont actuellement les anticorps bispécifiques. Et là, on a la chance, via les essais thérapeutiques, parce que là, vraiment, les essais thérapeutiques qui sont actuellement ouverts, et honnêtement, j'ai la chance, par exemple, au CHU, moi, d'en avoir. Tout ce que j'y vois, c'est de pouvoir traiter des patients, entre guillemets. Pour être caricatural, je me fous de l'essai thérapeutique et de son résultat et que mon nom figure ou je ne sais pas quoi. C'est que ça me fait pouvoir traiter des patients par quelque chose de nouveau, d'extrêmement positif et dans des situations où je n'ai pas d'autres alternatives. Donc, on a la chance pour l'instant qu'il y ait plusieurs anticorps bispécifiques et que l'effet de concurrence joue en notre faveur. C'est comme il y a plusieurs firmes et qu'elles veulent aller plus vite, ça fait une offre d'essais thérapeutiques et une offre de potentielle inclusion plus importante que s'il y a une seule firme qui développe quelque chose. Et on espère que les bispécifiques bénéficieront d'une mansuétude de la part de nos autorités de tutelle lors de l'évaluation et qui puissent devenir accessibles hors essais cliniques. Mais voilà, c'est pour l'instant, on a cette fenêtre de tir pour pouvoir faire bénéficier les patients de ces nouvelles thérapeutiques. Mais pour combien de temps et combien de choses, je ne sais pas. Mais grossièrement, l'immunothérapie, que ce soit carticelle et bispécifique, on a l'habitude, nous, dans notre évaluation, de les mettre un peu côte à côte, grossièrement, même si chacun a leurs avantages, leurs inconvénients, et il y aura à dessiner de comment s'en servir. Mais pour l'instant, le vécu est que si on pouvait avoir n'importe lequel, ce serait déjà très, très, très bien. Et que si on peut voir tous, c'est encore mieux. Mais obligatoirement, ça reviendra. Ces traitements démontrent une efficacité
telle que ça va obligatoirement finir par venir. Après, Cyril, soit trop long, oui. Cyril, si je peux intervenir juste pour démystifier un peu les carticelles, c'est vrai qu'on a 11 centres ouverts en France, chaque centre a le droit d'en faire un par mois. Et on a le droit de le faire à Toulouse, par exemple, où on discute à chaque réunion de concertation pluridisciplinaire. Et très honnêtement, on n'a pas non plus 10 patients à proposer tous les mois. Parce qu'en fait, il faut que ce soit des patients qui soient quand même très avancés dans la maladie, mais en même temps qu'ils soient répondeurs, parce que le temps où on prend la décision et où les carticelles seront réinjectées, ben souvent il y a 2-3 mois. Et il faut avoir des patients qui sont capables de tenir en bon état pendant ces 3 mois, chez des patients très avancés. Et donc, en fait, les patients qui sont vraiment éligibles dans les conditions actuelles, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est la révolution, pourquoi moi, je n'y ai pas droit. Honnêtement, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a ça, puisque vous avez la grande bonté d'avoir accepté un patient bordelais, mais c'est vrai que si jusque-là je ne vous en ai pas adressé, c'est parce que j'avais la chance aussi d'avoir des bispécifiques et que les patients que j'eus estimés où il aurait été impératif d'avoir recours à un traitement de cette classe-là, c'est que pour tous les autres, j'ai pu leur offrir les essais de bispécifiques. Donc, vraiment, les essais de bispécifiques ont constitué une alternative pour pouvoir éviter une frustration trop importante de la difficulté d'accès au carticelle. Juste pour préciser par rapport aux problèmes administratifs, hein, c'est vrai qu'à l'F3M, on a pas mal, on essaie, vous médecins aussi, puis nous à l'F3M, on essaie de faire bouger les choses. Hein. Actuellement, on est en attente du positionnement du ministre. Hein, et donc, les 11 malades traités par mois, ça continue. Il y en aura 11 au mois de mars. Mais après, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Et nous, l'association, on va être reçus au ministère le 15 mars. Voilà. Mais, donc, on n'en sait pas plus. Hein, mais ce qui est vraiment… et c'est intéressant d'ailleurs de faire le lien avec tout ce qu'on vient de dire sur les essais cliniques, l'importance des essais cliniques, hein, et sur le fait que ce n'est pas l'efficacité des carticelles qui est remise en cause dans le non-financement, mais c'est bien dans la méthodologie de comparaison. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment sur un problème méthodologique et non sur un problème de résultats et de santé. On est tous convaincus que les carticelles, comme les bispécifiques, comme tous les nouveaux traitements, sont très, très importants. Oui, je pense qu'il faut insister sur l'espoir que représente l'immunothérapie au sens large dans le myélome. On l'a vu avec les anti-C38, mais dont l'accès est beaucoup plus facile, finalement, qui n'est restreint que par le coût éventuel. Mais là, nous sommes vraiment à une croisée des chemins. Alors, les carticelles et les bispécifiques, ce n'est pas la même chose. Les carticelles, c'est un one-shot, comme on dit. Les bispécifiques, c'est des hospitalisations régulières pour l'administration, puisque, comme on vous l'a expliqué sur le schéma, dans les CAR-T, on modifie, on manipule le lymphocyte du patient, qui est en même temps le donneur. Dans les bispécifiques, on crée un pont entre le plasmocyte de la maladie et la cellule immunocompétente pour qu'il la tue. Donc, le mécanisme d'action n'est pas le même. Les effets secondaires ressemblent un peu. En tout cas, ce qu'on peut retenir actuellement, en mars 2022, c'est que l'accessibilité reste réduite. Pour les carticelles dans l'ATU, puisque les slots sont pratiquement libérés mois par mois et ne concerne même pas tous les centres autorisés, 11 en France, comme on vous l'a dit. Et pour les bispécifiques, en dehors d'un essai, pour l'instant, on n'y a pas accès. Donc, il faut compter pour l'instant encore sur des traitements classiques avant de pouvoir donner la possibilité à un maximum de patients de bénéficier de ces immunothérapies nouvelles. Mais c'est vrai que les problèmes, on l'entend à la télé, à la radio, mais sont réels. Le service, pour donner juste un exemple, le service d'hématologie du CHU de Bordeaux, on a de plus en plus de difficultés. Il était envisagé il y a 6 mois et accepté, vu la population qu'on draine, d'ouvrir 12 lits. Au total, par manque d'infirmières, non seulement on ne va pas ouvrir ces 12 lits-là, mais on est à -6. Et donc, voilà, il y a eu une réunion pour faire des choix et gérer les choses. Et par exemple, les carticelles qui sont disponibles dans les lymphomes,
et qui sont particulièrement efficaces. Pour les 6 mois à venir, on va être obligé potentiellement de restreindre les indications. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, maintenant, il faut attendre les sorties des prochaines écoles d'infirmières. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions sur les nouveaux traitements. Simplement dire quand même que c'est... Alors Cyril, vous avez dit que vous êtes un vieux dans le myélome depuis longtemps, 20 ans, et vous êtes pas, voilà, vous êtes quelques-uns à avoir de l'expérience, mais c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable de voir toutes les évolutions et tous les progrès qu'il y a eu ces dernières années dans le myélome, quoi. Moi, je n'ai que 7 ans de maladie, mais en 7 ans déjà, c'est déjà incroyable de voir tout ce qui... Quand j'ai commencé, c'était une punition de s'occuper du myélome, non? Maintenant, voilà. Ouais, non, effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Il y en a encore une à laquelle Hervé est en train de répondre sur la durée de vie des patients, sur comment est-ce qu'on a avancé. Alors, il y a bien sûr les essais, et ça, on voit déjà dans les essais, quand on reprend les anciens essais d'autogreffe, on voit qu'il y a les médianes de survie maintenant sont à plus de 10 ans. Et on a aussi maintenant des données de vraie vie, hein, que ce soit des Américains, des internationaux. En France, on va l'avoir, c'est un peu tôt avec EMI, qui montre vraiment dans la réalité l'amélioration de survie des patients avec myélome multiple grâce aux nouveaux traitements de ces 20 dernières années et toutes les nouvelles molécules qui sont arrivées. Donc, je pense qu'il faut retenir vraiment la progression énorme avec les traitements d'entretien, avec les immunomodulateurs, non seulement en termes de survie sans rechute, mais même en termes de survie, comme on dit, globale. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de souligner qu'on a la chance en France de vous avoir. Je veux dire, on a à travers toute cette équipe de médecins de l'IFM répartis sur toute la France, quoi. On voit que ça bouge et on voit que vous cherchez, vous trouvez et puis vous apportez des réponses aux malades. Et ça, c'est quelque chose quand même d'essentiel pour nous. Et en échange, on peut dire qu'on a la chance aussi d'avoir beaucoup de patients qui acceptent de participer aux essais. Parce que sans le dialogue entre les médecins et les patients, ça n'avance pas. Et la F3M est toujours un fer de lance pour convaincre les patients de participer. Ah oui, ça c'est important, oui. On n'arrêtera pas. Oui, la communication entre la F3M et nous, médecins du myélome, a toujours été excellente. Et ça, c'est vraiment à souligner. Ouais, ça existe depuis le début, je pense, pour les anciens, voilà, dès le départ. On va fêter les 15 ans de la F3M, donc François, tu as eu une patiente il y a 20 ans à Nancy, donc j'ai répondu que ça ne te rajeunissait pas. Et les messages, effectivement, j'ai vu des messages d'anciennes patientes Lorraine, Lorrain, et oui, non, je les ai pas oubliés, loin de là. Non. Normal. C'est bien. Merci. François, je te laisse clôturer. Mets ton micro. Merci du rappel. Donc, il va être l'heure de se quitter. Donc, merci pour votre participation. Un grand merci à nos intervenants. Donc, il y en a 2 qui n'ont pas chômé, hein. Enfin, personne n'a chômé, mais bon, il y en a qui vont pouvoir se reposer les mains parce qu'ils ont bien été pas mal pour répondre aux questions par écrit. Voilà. Donc, les bénévoles de la F3M sont disponibles pour répondre à vos questions via le site et via les réseaux sociaux. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour la seconde rencontre numérique du myélome consacrée cette fois-ci à construire son bien-être malgré le myélome. Et puis le samedi 15 octobre pour la JNM 2022. Juste, François, si vous me permettre, une question concernait la disponibilité des petits films qui ont beaucoup de succès. Je me suis permis de répondre que vous les mettriez sur le site de la F3M. Ils sont déjà, oui. Ils sont sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc la réponse était bonne. Oui, tout à fait. Pas de bêtises, Margaret, c'est bien. Ils sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Et donc,
Tous les participants vont recevoir un mail avec un lien pour voir un replay de notre visio d'aujourd'hui. Et puis, ils auront également un questionnaire de satisfaction auquel nous les invitons à répondre. Voilà. Voilà. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci à vous tous. Et bon week-end. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Pas de souci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.